Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera enfin un point lecture de mes lectures du mois de janvier. Comme l'année dernière, je vais essayer de faire un ou deux points lecture par mois. Au mois de janvier, j'ai eu 6 lectures, dont une lecture que j'ai finie en février, mais que je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, 6 lectures, c'était parfait pour un point lecture. Donc, je vais essayer d'être le plus détaillé possible, mais bon, on est toute fin février. Il se peut que j'ai oublié quand même quelques détails et quelques ressentis. Pour m'aider et pour vous aider, j'ai pris mon carnet de lecture par contre parce que lui, je le tiens, j'essaye de le tenir plus à jour en tout cas, de manière plus frais que mes points lecture. Donc voilà, à chaque fois que j'aurai fini de vous expliquer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai encore à froid comme avis sur le livre, je relirai mon avis pour voir si j'ai oublié des choses et je vous rajouterai dans ce cas-là. Le premier que j'ai lu, c'est un service presse que j'avais reçu. C'est le dernier roman d'Ariane Bois, Ce pays qu'on appelle Vivre, chez Plomb. Ici, on est dans un roman historique puisque on se plonge au cœur du camp de Mille, qui est un des plus grands camps de concentration en Provence, du côté de Aix-en-Provence. On va retrouver Leonard Stein qui est un jeune caricaturiste de presse juif allemand qui s'est réfugié sur la côte d'Azur lorsque la guerre a éclaté, mais il va se faire arrêter par les gendarmes français et envoyé donc au camp de Mille. C'est une ancienne usine de tuiles peuplée d'un millier d'étrangers indésirables, transformée en un effroyable camp d'internement. Et notamment dans ce camp, il était envoyé beaucoup d'intellectuels, de journalistes, etc. Donc il est aussi considéré comme un centre de culture et de création, puisqu'il rassemblait beaucoup d'intellectuels et d'artistes. En cherchant à s'échapper donc de ce camp par tous les moyens, il va rencontrer Margot Keller qui est volontaire d'un réseau de sauvetage marseillais dont il tombe éperdument amoureux. Et ils vont avoir une mission commune, en tout cas ils vont se donner une mission commune de sauver les enfants juifs de la déportation. Et pour cela, il va y avoir des actions de mise en place puisque, j'ai dû oublier son prénom, Margot, elle, au départ, elle est libre puisqu'elle fait partie d'une association de volontaires, en fait d'un réseau de volontaires et de résistants. Et elle ne fait pas partie du camp des Mille, contrairement à Léonard. J'ai bien aimé. Après, je pense que, je vous l'avais dit, je ne sais plus pour quel roman, en fin d'année dernière, j'ai énormément enchaîné les lectures historiques, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que j'ai fait comme un trop-plein, en fait, de cette période-là. C'est pour ça que là, je me suis calmée depuis. Il ne me semble pas qu'après j'ai lu d'autres romans de Seconde Guerre mondiale, en tout cas autour de cette période, parce que c'est une période que j'aime beaucoup, donc je lis beaucoup de romans dessus, j'en demande aussi beaucoup en service presse, mais voilà, il y a un moment où quand vous lisez beaucoup la même chose, à un moment vous vous lassez, vous en avez marre, vous faites une overdose, d'autant plus que moralement c'était très compliqué, hein. Je pense que pour tout le monde, la fin d'année, début d'année, c'est compliqué pour tout le monde, donc me rajouter la douleur et la souffrance de la Seconde Guerre mondiale, ça a été trop. Si je viens de penser, juste après je vous parle d'une biographie, mais je l'ai lu vraiment la même semaine en fait, parce que c'est un roman très très court. Et c'est là où je me suis dit, par contre j'arrête, je fais une pause de un mois ou deux. Et là, au mois de mars, j'ai envie, donc c'est que c'est bon, c'est passé mon overdose et j'ai envie de reprendre des livres de cette période, parce qu'il y en a plein qui m'attendent dans ma pile à lire. Mais voilà, ici c'était hyper intéressant pour découvrir ce camp d'internement. On parle souvent des camps en Pologne, en Allemagne, mais celui-ci, il me semble pas, à ma connaissance, que j'ai lu des livres sur le camp des Mille et on voit qu'Ariane Bois s'est beaucoup documenté dessus. C'est très intéressant que ce soit au niveau géographique, au niveau historique. Les personnages sont très très bien faits. C'est un des talents qu'a Ariane Bois, c'est vraiment de dépeindre des personnages très attachants et d'utiliser en fait un fait historique pour en faire un roman. Et ici c'est le cas. C'est loin d'être mon préféré de l'auteur, mais voilà, peu importe les romans, je les ai quasiment tous lus. Il m'en reste quelques-uns, mais en tout cas les derniers normalement je les ai lus et à chaque fois c'est une très très bonne lecture. Mais celui-ci c'est vrai que c'est un peu moins, mais bon, on peut pas non plus être parfait, il y a toujours des préférences en fonction de votre goût de lecture. Donc je vous le conseille quand même si vous voulez lire un roman qui se passe euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et là plus particulièrement dans les camps de concentration
autour de 40-42. On est sur ces dates-là. Ensuite, je vous disais, j'ai lu un livre, donc une biographie sur cette période. Il s'agit d'Une vie heureuse, qui est la biographie de Ginette Kolinka, qui a été aidée de Marion Ruggieri, qui a donc publié chez Grasset, qui nous raconte en fait son passage dans les camps de concentration, sa vie en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle retrace sa vie avec les pièces en faisant la visite de son appartement à la journaliste qui lui écrit cette biographie avec elle. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait la journaliste a gardé, enfin journaliste ou auteur, j'ai un doute d'un coup, a gardé la façon de parler de Ginette. Et en fait quand vous lisez ce livre, vous avez l'impression que vous avez Ginette en face de vous qui vous raconte sa vie. J'ai adoré, ça m'a rappelé le témoignage un peu de mon arrière-grand-mère quand elle me racontait sa jeunesse. C'est vraiment ça, je l'ai lu en une soirée, j'étais plongée dedans, c'est très intéressant. C'est très dur aussi parce que Ginette a perdu quasiment toute sa famille pendant cette guerre-là, d'une façon très dure. Elle y parle aussi de sa rencontre avec son mari, de cette pudeur qu'il y avait entre eux sur cette période de la guerre. Ce qui m'a marqué aussi, je sais qu'il y a une journaliste que j'ai regardé un reportage dessus, enfin une interview de Ginette dessus, et en fait ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait elle a récupéré en revenant de la guerre l'appartement de ses parents à Paris, et donc qui ont été pris par les Allemands, et c'est ses sœurs qui l'ont récupéré, et Ginette n'a jamais su de quelle manière et comment ses sœurs ont récupéré l'appartement familial. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant et à la fois frustrant parce que ses sœurs sont décédées, donc c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Et je trouvais ça bizarre à la fois parce que nous, on a envie de dire, en fait, c'était la première chose que j'aurais envie de dire. Mais eux, la première chose qu'ils avaient envie de faire, c'était oublier cette période, refaire leur vie et essayer de vivre au mieux, en fait, après cette période-là. Donc voilà, ça a été un des passages les plus marquants, c'est de ne pas savoir en fait comment ses sœurs ont récupéré cet appartement aux mains des Allemands, etc. Donc voilà, très très beau récit sur la Seconde Guerre mondiale et la déportation. Pièce par pièce, en fait, elle nous raconte ce qu'elle a vécu et du coup elle fait le lien avec son passé. C'est à la fois pudique mais à la fois très intéressant pour la mémoire, pour notre devoir de mémoire, parce que Ginette est âgée et c'est ces dernières années où elle pourra nous partager avec nous en fait son expérience et transmettre aux générations futures, et j'ai trouvé ça hyper touchant. Je n'ai pas lu, elle avait fait un premier récit qui s'appelait Retour à Birkenau, je crois, quand elle était repartie dans le camp, mais je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas eu l'occasion de me le procurer à l'époque et après j'ai oublié, mais je pense que je vais me le procurer. Depuis, il doit être sorti en poche, donc c'est sûr que je vais essayer de me l'acheter. Enfin, je sais pas essayer, je vais me l'acheter prochainement et le lire parce que ça fait partie de notre devoir aussi, et j'aime beaucoup en savoir plus, et je sais que Ginette est très intéressante, j'adore écouter des interviews d'elle. Donc voilà. C'était tout pour ce retour sur cette biographie, je vais réussir à parler. Ensuite, on passe, mais dans un genre complètement opposé, puisque j'ai lu Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, qui est une romance, une comédie romantique contemporaine. On retrouve Chloé qui a 28 ans, parisienne, qui enchaîne les histoires d'amour catastrophiques, et un jour elle va conclure un pacte avec son amie Constance. Chloé devra s'exiler en pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un homme et réaliser son rêve, écrire un roman. Constance, incorrigible romantique, s'engagera à coucher le premier soir avec un parfum inconnu. De Paris au vignoble bordelais, en passant par Londres, cet étrange pari entraînera les deux amies bien plus loin que prévu. Réussiront-elles leur engagement ? Ça a été, un peu comme le résumé l'explique, quelque chose d'assez cliché, assez léger. Par contre, j'avais lu un autre roman de Marie Vareille que j'ai oublié, qui est un truc J'irai où tu iras, quelque chose comme ça. Là où tu iras, j'irai. Enfin bref, quelque chose comme ça. J'avais pas mal aimé, mais il n'y avait rien de fou. Ici, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous passez un bon moment. Si vous avez un coup de mou, si vous êtes vraiment pas concentré pour lire un livre, vous pouvez lire celui-ci, ça passe tout seul. Après, c'est pas quelque chose de mémorable, c'est pas un livre que je garderai.
ni que je relirai, mais voilà, c'était sympathique. Vite lu, vite oublié. J'ai écrit rempli de bons sentiments et d'humour, ce lit vite fait, du bien entre deux romans plus lourds, surtout que je sortais euh, des deux romans sur la Seconde Guerre mondiale, donc autant vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien niveau légèreté. Après j'ai écrit, je me suis quand même un peu ennuyée, je l'ai moins aimé que le précédent que j'avais lu il y a quelques années. Les persos, ah oui c'est ça, les persos m'ont quand même beaucoup tapé sur le système. J'ai trouvé que même s'ils étaient marrants, c'était beaucoup trop cliché. Par exemple, dans les romans de Karen Pont et Virginie Grimaldi, qui se ressemblent un peu, les personnages sont quand même, certes, clichés par moments, mais sont très attachants et beaucoup de profondeur. Ici, j'ai trouvé que c'était pas le principal et elle s'était pas trop attardée pour qu'on s'attache à Chloé et Constance. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que enfin moi c'est quelque chose en tout cas dans mes romans et dans mes lectures qui est hyper importante. Si je m'attache au personnage, même si l'histoire est un peu faiblarde par moments et l'intrigue est un peu faiblarde, euh, je vais aimer. Là, quand les personnages j'ai beaucoup de mal avec eux, c'est un peu plus compliqué. Ça a été le cas ici dans ce roman-là, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Ce que savait la nuit de Arnedur Indridason chez Point. J'ai retenté cet auteur parce que je l'avais lu il y a quelques années avec Rivière Noire, que j'avais pas trop aimé. On est dans du polar scandinave, islandais même. On va donc être en Islande sur un glacier où des touristes vont retrouver un homme d'affaires qui a disparu depuis plus de 30 ans et son associé de l'époque qui a été soupçonné au départ va être arrêté. Et ils vont faire appel aussi à Conrad, qui est un policier à la retraite, qui reprend ses recherches, parce que, en fait, malgré qu'il était à la recherche, il n'a jamais oublié cette histoire et il a toujours voulu savoir ce qu'il en était, parce qu'il avait le souvenir, en fait, que c'était une histoire qui avait été bâclée par ses collègues. Donc, on va revenir dessus et il va y avoir une femme qui va témoigner pour un peu relancer cette enquête en plus de la découverte du corps. C'est un roman que j'ai très très vite lu. Le départ, on va dire, ouais, le premier tiers, voilà, la première moitié, je l'ai dévoré. J'ai trouvé que c'était hyper prenant, contrairement au précédent que j'avais lu, que j'avais pas aimé, je m'étais ennuyée complètement. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose, les chapitres sont très courts, donc ça s'enchaîne. L'intrigue m'avait plu. Ça m'a un peu fait penser à Niort, que j'ai lu en fin d'année. C'est vraiment les romans polars policiers qui se lisent très vite, qui sont prenants, vous passez un très bon moment. Par contre, encore une fois, c'est pas un roman qui sera mémorable et c'est pas un livre que je vais garder. Mais sur le coup, j'ai passé un très très bon moment, donc pour moi, il a fait le taf. Et bah, du coup, ça m'a un peu réconciliée avec l'auteur et je retenterai d'autres livres de cet auteur. Ensuite, un très 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 beau roman. J'ai lu À l'encre rouge de Marjorie Tixier chez Fleuve, que j'ai reçu. Et très peu de temps après l'avoir reçu, je l'ai lu parce que j'aime beaucoup cet auteur. J'avais lu les deux précédentes de l'auteur que j'avais beaucoup beaucoup aimé, que je vous recommande. On va suivre Lisiane, qui est une jeune fille au départ, très insouciante, qui est dans la musique, qui rêve de faire de la musique. On est dans les années 60-70, j'ai un doute, je crois que c'est 60. Ouais, dans les années 60-70, donc en plein milieu du rock'n'roll, de l'émancipation féminine, etc. Et donc Lisiane rêve de tout ça. Elle va malheureusement tomber enceinte et accoucher de Joline, qui est une jolie petite fille. Mais voilà, elle va y avoir du mal à s'occuper parce qu'elle n'a jamais voulu être mère. Donc c'est ses grands-parents, les parents de Lisiane, qui vont récupérer l'éducation de Joline. Et ça va être très très compliqué tout le long de cette vie parce que cette mère va faire des allers-retours dans la vie de sa fille, qui a été super bien élevée par ses parents, par ses grands-parents du coup. Et elle va développer la même passion que sa mère et en plus de ça, elle va être douée, voire même encore plus douée que sa mère. Et donc ça va rajouter un peu de la complexité dans leur relation, de la jalousie. Déjà qu'elle rejetait sa fille, là ça va être compliqué. Elle va jamais trop l'abandonner non plus, elle va toujours être là dans un coin et ce qui va être très compliqué
pour Joline parce que elle a envie de tout raconter à sa mère, mais en même temps elle se rend compte que des fois c'est pas forcément bien de raconter à sa mère. Donc on va être sur cette relation là et j'ai beaucoup aimé, je me suis énormément attachée au personnage de Joline. Même le personnage de Lysiane, malgré tout, on aime la détester, on aimerait la détester, mais après on peut la comprendre. Elle a eu du mal à grandir, elle est née dans une période assez compliquée. Voilà, il y a plein de choses aussi qui sont, je pense, compréhensibles et qu'on pourrait se mettre à sa place. Et c'est ça aussi le talent de cette auteure, c'est qu'elle nous fait des personnages hyper bien faits et hyper profonds dans les sentiments, ce qui fait qu'on ne reste pas indifférent, peu importe le personnage. Par exemple, les grands-parents qui sont un personnage secondaire sont hyper bien quand même développés parce qu'on s'attache à eux et au fur et à mesure du roman par rapport à ce qui se passe, c'est très émouvant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ça a été, je pense, ma lecture. Oui, bah c'est même pas parce que là j'ai le récap de mes lectures. Ça a été ma lecture du mois de janvier. Vraiment, ça m'a relancé dans mes lectures. J'ai trouvé que c'était hyper bien. C'est ce lien mère-fille qui peut à la fois unir et détruire chaque personne. Euh, Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. Si vous ne connaissez absolument pas l'auteur et vous voulez savoir par lequel commencer, peu importe, je vous dirais, j'ai beaucoup aimé les trois. Et vous pouvez commencer par celui-ci, pourquoi pas, si vous aimez ce côté vraiment filial et relation mère-fille assez toxique, assez dur, et le milieu de la musique, etc. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, donc peu importe ce que vous aimez, mais si ça reste dans le côté contemporain, même ouais, contemporain, enfin contemporain historique parce que c'est 60-70, mais vraiment je vous recommande celui-ci. S'il y en a qu'un à retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. Avec la biographie de Ginette Kolinka, mais c'est vraiment deux choses complètement à part. Mais vraiment un roman, c'est celui-ci qu'il faut retenir de ce mois-ci. Et ensuite, la dernière lecture que je vais vous présenter, c'est une lecture que j'attendais énormément, que j'ai commencé au mois de janvier et que j'ai tellement été déçue que j'ai mis du temps et je l'ai fini en février. Mais voilà, comme février, il y a beaucoup plus de lectures qu'en janvier, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de Petite Salle de Louise May qui est sortie donc en janvier. Qui est du roman noir. On va se retrouver dans la campagne des Hauts-de-France. Enfin, à l'époque, c'était en Picardie, je crois. Donc, qui est toujours en Picardie. Et on va se retrouver pareil dans les années. J'ai un doute. Du coup, je confonds les deux. Mais 60-70. Grosse déception. Pour moi, j'ai trouvé le roman très long. Contrairement aux autres romans de Louise May, j'ai pas du tout eu d'empathie pour les personnages. J'ai pas retenu. La preuve, j'ai retenu aucun prénom, alors que là, Lysiane et Joline, je les avais sans relire la quatrième de couverture, ce qui est quand même assez rare, mais ça prouve quand je m'attache à des personnes. Ici, on se retrouve pourtant avec la disparition d'une petite fille, une petite fille de bourgeois, donc des agriculteurs qui tiennent une immense propriété, des immenses terres, etc., et qui ont des employés. Et donc cette petite fille va disparaître, elle va être enlevée, et il va y avoir une rançon, puisque le grand-père est connu comme quelqu'un de très bourru, vraiment le cliché même du riche agriculteur qui possède plein de terres, et etc. Je lis mes notes parce que la preuve, j'ai pas grand chose à vous dire. Elle dépeint en fait ce côté entre ce côté très riche et bourgeois qui prend un peu tout le monde de haut et ce côté pauvre qui galère pour se nourrir, pour vivre, pour gagner de l'argent. Et donc vraiment ces opposés un peu qu'on peut mettre à toute période de notre histoire. Mais ok, les parties sombres de chaque partie. Cette petite fille qui au milieu a été enlevée mais pas malheureuse parce que le but c'est pas de blesser cette petite fille, c'est vraiment de toucher en fait à l'argent de ses grands-parents et de cet homme très mauvais. Mais voilà quoi. Franchement j'ai été très déçue. J'avais un peu peur parce que les premiers retours que je voyais étaient négatifs et autant vous dire que Louise May c'était une de mes auteurs préférées en thriller roman noir.
Et ici, elle a voulu, je pense, tenter autre chose, sortir de ce côté thriller et ce côté femme, parce qu'elle est très femme, donc soit c'est des féminicides, des violences intrafamiliales, conjugales, etc. Elle est sortie de ça. Elle a voulu nous faire quelque chose d'autre, un peu comme elle avait fait avec Embrun, où on restait dans la famille, mais on était dans un huis clos, sur une île, etc. Embrun, j'avais beaucoup aimé, mais ici, je pense que, voilà, pour moi, c'est raté. Est-ce que c'est parce que j'avais mis la barre haute et que j'attends énormément de Louise May parce que je connais tous ses livres et du coup, je m'attendais à quelque chose et quelqu'un qui va la découvrir avec ce roman va beaucoup aimer? Je ne sais pas, peut-être, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup de références en roman noir à côté. Du coup, je faisais le parallèle avec beaucoup de romans de ce genre. Ça a été compliqué pour moi et je suis très déçue et vraiment, voilà, je suis mal d'en parler. Mais voilà, si vous aimez ce côté roman noir, disparition d'enfants, manipulation, argent, etc., lutte de pouvoir, entre guillemets, vous pouvez tenter. Mais si vous voulez découvrir Louise May et accrocher, je vous conseille d'autres romans. Il y a notamment son one-shot qui s'appelle La deuxième femme. Il y a aussi, du coup, sa série sur la brigade. Alors, j'ai oublié les noms, mais je vous mettrai si j'oublie. Mais en tout cas, voilà, les autres romans, les précédents romans de Louise May, Embrun par exemple, c'est un one-shot aussi, qui est un huis clos que j'aime beaucoup, qui a fait parler de lui aussi à l'époque parce que ça avait un peu dérangé par rapport à ses romans précédents. Mais voilà, qui était très très bon. Et là, bon, c'est un loupé. L'année dernière, j'ai eu un loupé pour Frank Buis. On va dire que cette année, mon loupé, c'est dès janvier avec Louise May. Et normalement, après le reste de l'année, ça va le faire. Donc voilà. C'est tout pour ce point lecture du mois de janvier. J'espère que je vous ai donné envie au moins de lire un de ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu les romans que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de lire l'un des romans que je vous ai présentés. Je vous attends en commentaire et on se retrouve très prochainement du coup pour mon point lecture de février et je vais essayer de vous tourner aussi un petit book-haul parce que j'ai eu des réceptions, des cadeaux pour mon anniversaire, des réceptions SP et quelques achats. À très bientôt, salut, ciao!